Appliquons maintenant la méthode que l'on vient de voir sur un autre phénomène qui est la propagation d'une onde électromagnétique plane dans un conducteur réel. Nous avons ici une onde qui arrive avec le champ E qui est représenté à la surface du conducteur. Nous avons dans cette partie-là le vide par exemple, ou l'air, qui arrive à la surface du conducteur. Et dans le conducteur, on va avoir une propagation, mais qui va être différente, qui ne va pas respecter l'équation de D'Alembert, parce qu'on n'a pas J égale 0, on a en particulier J égale sigma E. Néanmoins, je vous rappelle que dans un conducteur, on a ρ total qui est égal à 0, il y a autant de charges positives que de charges négatives, globalement. Ce que j'ai rappelé ici, globalement, il n'y a pas d'excès de charge dans un conducteur. Par contre, le conducteur ici, ce n'est pas un conducteur idéal, comme on l'a considéré parfois. Donc on va considérer que sigma est fini, la conductivité sigma est finie, et qu'il peut y avoir un courant J, donc un champ E, et s'il y a un champ E alternatif, il y aura forcément un champ B pour l'accompagner. Je vous rappelle quand même que dans un conducteur, un bon conducteur, on peut généralement faire l'approximation des régimes quasi-stationnaires, c'est-à-dire que le sigma E est très grand devant epsilon 0, mu 0, dE sur dt. Celui-ci, on l'appelle le J de conduction, et celui-ci, le J de déplacement, donc densité de courant de déplacement. La méthode, ça consiste à repartir de zéro sur les équations de Maxwell, puisqu'on ne peut plus reprendre les résultats qui ont été obtenus pour le vide. Et donc on est obligé de réécrire les 4 équations de Maxwell et de voir comment on peut les simplifier. Divergence de E égale ρ sur epsilon 0, ça on peut toujours l'annuler parce qu'il n'y a pas d'excès de charge. Rotationnel de E égale moins dB sur dt, Maxwell-Faraday est inchangé. Maxwell-Thomson, divergence de B égale 0, il n'y a pas de changement non plus. Par contre, dans un bon conducteur, je vous rappelle que l'approximation des régimes quasi-stationnaires nous amène à négliger le epsilon 0 mu 0 dE sur dt devant mu 0j. Et c'est là la grande différence dans cette équation-là, le Maxwell-Ampère, que l'on va avoir des différences au niveau de la mise en équation ensuite, et donc au niveau de l'équation de propagation obtenue. La méthode pour obtenir une équation de propagation est toujours la même en électromagnétisme, qu'on soit dans le vide ou pas dans le vide, on part toujours de rotationnel de E. Nous avons une équation vectorielle qui est rotationnel de E égale gradient de divergence de E moins Laplacien de E. Et ensuite on remplace progressivement. Divergence de E vaut 0, puisque avec Maxwell-Gauss on a vu qu'il n'y avait pas de charge, donc la charge est nulle, ça vaut 0. Le Laplacien vectoriel de E, on en a déjà parlé. Et le membre de gauche, avec Maxwell-Faraday, on a rotationnel de E égale moins dB sur dt, que l'on remplace ici. On applique le théorème de Schwarz, toujours la même méthode. Et on obtient donc que d sur dt de rotationnel de B, c'est Laplacien de E. Néanmoins, on a toujours un lien entre B et E. Et on veut avoir une équation différentielle avec E uniquement. Donc il faut à nouveau appliquer Maxwell-Ampère pour remplacer le rotationnel de B, mais cette fois-ci par mu 0j. C'est la différence par rapport au vide. Et donc on obtient mu 0 d sur dt de j égale moins Laplacien de E. Mais le j, on peut le remplacer par sigma E, avec sigma constante que l'on va sortir de la dérivée. Et donc ça nous donne cette équation ici qui est mu 0 sigma dE sur dt égale Laplacien de E. On remarque que ce n'est pas une équation de D'Alembert. C'est une équation qui est plutôt une équation de type diffusion, puisqu'on a une dérivée simple temporelle ici, et puis un Laplacien dans l'espace. Donc les solutions de type OPPH ou vrai OPPH ne seront pas solutions, donc il faut chercher d'autres types de solutions. Nous allons donc appliquer la méthode vue dans le paragraphe précédent. On recherche une pseudo-PPH de la forme E0 exponentielle j oméga t moins kx plus phi. Et on a vu qu'on va être amené à prendre un cas complexe, ce que je fais tout de suite. Et éventuellement, le E0 peut être complexe, c'est-à-dire que si on a un argument dans E0 que j'appelle phi, ça fait un déphasage plus phi. D'ailleurs, soit je le mets dans E0, soit je le mets ici.
c'est au choix. Et on l'injecte donc dans l'équation 3 qui est au-dessus. Donc la solution de type pseudo-PPH que l'on a ici, on l'injecte dans l'équation de diffusion. Je vous rappelle que le D sur dt fait sortir un J oméga et que le D2E sur dx2, puisqu'on a une seule variable spatiale, donc D2E sur dx2 fait sortir un moins jk carré. On a donc k carré égale moins j mu 0 sigma oméga, un peu comme l'onde thermique, ça ressemble énormément. Et on a également deux solutions k complexes qui valent plus ou moins 1 moins j sur racine de 2, c'est l'exponentielle moins jpi sur 4, fois racine de mu 0 sigma oméga. On se souvient que la seule solution physiquement acceptable, c'est la partie réelle positive et la partie imaginaire négative. Donc c'est le plus qui est ici. Et donc je vais prendre la seule solution physiquement acceptable qui est décrite ici. Je pose cette racine avec le 2 ici, je le note delta. Plutôt son inverse que je note delta, et ça fait donc 1 moins j sur delta, avec delta qui est homogène à une longueur, puisque k c'est un nombre d'ondes qui est en mètre moins 1. Donc ce sera une distance caractéristique. Comme on va le voir tout de suite, en incorporant ce cas complexe, en le remplaçant dans l'expression de la pseudo-PPH, on obtient cette exponentielle-là. On regroupe les deux j, qui fait un j carré, qui fait donc une exponentielle décroissante, ici, avec une partie propagative, en gardant la partie réelle du k dans cette exponentielle qui va nous donner la partie propagative. En revenant en réel, on obtient E0 exponentielle moins x sur delta, cosinus oméga t moins x sur delta, plus éventuellement phi, si on avait un déphasage phi comme noté au début. Cette partie-là est une partie propagative, et cette partie-là, qui est en facteur devant le cosinus, eh ben, c'est une amplitude décroissante qui représente l'absorption. J'ai mis en pointillé la norme de ce terme-là, que j'ai représenté ici, et l'opposé de sa norme que j'ai représenté là. Et entre les deux, ça me donne une enveloppe. Donc le cosinus oscille entre plus 1 et moins 1. Donc il oscille entre plus l'enveloppe et moins l'enveloppe. Ça donne une oscillation qui est enfermée dans une enveloppe de plus en plus fine. Comme c'est un cosinus propagatif, là, ce que j'ai représenté ici à un instant t donné, donc on imagine qu'on a pris une photo, et bien cet ensemble à l'intérieur va se déplacer vers la droite, mais tout en s'atténuant dans l'enveloppe. Ce phénomène s'appelle l'effet de Pau. En effet, la longueur ici, au bout de laquelle on n'a plus de champ E, où le champ E est devenu tellement petit qu'il est plus perceptible, c'est 4 à 5 delta. L'onde pénètre donc dans le conducteur sur une profondeur de 4 à 5 delta, qu'on appelle communément l'épaisseur de Pau, parce qu'on verra que c'est une épaisseur très fine, ou qu'on peut aussi appeler profondeur de pénétration. La distance delta caractéristique est racine de 2 sur mu 0 sigma oméga. Alors pour avoir un ordre d'idée de cette épaisseur, j'ai pris le cuivre, dont j'ai rappelé ici la conductivité de l'ordre de 10 puissance 7. J'ai repris la longueur d'onde donc correspondant à différentes fréquences, c'est C sur F, pour avoir la longueur d'onde de l'infrarouge et la longueur d'onde des micro-ondes. Et les applications numériques me donnent 20 nanomètres pour l'infrarouge, c'est-à-dire que l'infrarouge dans le métal ne pénètre
que sur 20 à 100 nanomètres. Et pour les micro-ondes, l'onde pénètre un peu plus loin, mais finalement elle pénètre quand même pas très très loin, parce que 4 à 5 delta, ça nous fait 10 micromètres. C'est une épaisseur très petite, d'où le terme de épaisseur de peau. Un cas intéressant, un cas limite intéressant, c'est quand on fait tendre la conductivité vers l'infini. Le conducteur est alors dit idéal. Et en reprenant l'expression du delta ici, on remarque que quand oméga tend vers l'infini, et ben delta tend vers 0. Donc l'onde ne pénètre plus du tout dans le conducteur si on le considère comme étant idéal. Et c'est effectivement ce que l'on a dit, on a considéré que dans un conducteur idéal, il n'y a pas de champ E et pas de champ B. Donc ce modèle vient confirmer ce que l'on avait posé dans le chapitre précédent, à savoir que pour un conducteur, un très très bon conducteur, et ben finalement l'onde électromagnétique ne pénètre pas, elle va être réfléchie concrètement. Et même si elle pénètre, de toute façon elle va pénétrer sur des épaisseurs très très petites. Voilà ce que j'ai rappelé ici, ce que j'ai rédigé ici. Et la dispersion dans tout ça. Alors, on reprend le cosinus de la solution. Enfin, je vous rappelle que c'est cette solution ici avec donc l'épaisseur de peau que l'on a là, l'amplitude décroissante, et un cosinus propagatif. La propagation, c'est donc oméga t moins x sur delta. On va rechercher la vitesse de phase, et je vous rappelle que la vitesse de phase, c'est oméga sur k', avec k', la partie réelle du cas complexe, qui vaut dans notre cas 1 sur delta, et ça nous donne donc une vitesse de phase qui fait oméga fois delta. J'ai remplacé delta par l'expression qu'on a trouvée, ça nous fait une vitesse de phase qui a cette expression-là. Encore une fois, on remarque que cette vitesse de phase dépend de oméga et que donc chaque fréquence va avancer avec une vitesse de phase différente. Si elles avancent chacune avec une vitesse différente, on dit qu'il y a dispersion. J'ai fait quelques remarques qui pourraient être utiles au passage, plutôt d'ordre mathématique, sont les suivantes. Pour une pseudo-PPH, donc de la forme exponentielle j oméga t moins k complexe x, on remarque que quand on dérive temporellement, ça fait descendre un j oméga. Le vecteur nabla, alors à une dimension, ça ferait d sur dx ux. Quand on dérive, ça fait moins jk ux. Et à 3 dimensions, ça ferait d sur dx ux plus d sur dy uy plus d sur dz uz. Ici, il y aura un moins kx x moins ky y moins kzz. Et ça ferait moins j vecteur k. Le Laplacien, qui est en fait un nabla carré, et ça va nous donner un moins jk carré. D'autre part, nous venons de remarquer que rotationnel de E égale moins dB sur dt, dans ce cas-là, c'est toujours valable. Et donc, en utilisant le nabla, on a nabla vectoriel E égale moins dB sur dt. Et en complexe, pour une pseudo-PPH, on a donc moins jk complexe vectoriel E. Le nabla devient moins jk complexe. Le d sur dt devient fois j oméga. Et donc, on obtient à nouveau le B égale K vectoriel E sur oméga. Ce qui est intéressant, quand on a le vecteur E, on va pouvoir trouver le vecteur B à condition que ce soit une pseudo-PPH. Par contre, il y a une subtilité à laquelle il faut faire attention. Pour une vraie OPPH, le cas était réel. Et donc, on avait que la partie réelle de B était égale à la partie réelle du produit, mais dans le produit, on avait un réel ici. K était réel. Donc, il y avait juste E qui était complexe. Et donc, la partie réelle de K vectoriel E, ça faisait K vectoriel partie réelle de E.
Et donc cette expression, on avait le choix de la prendre en complexe ou en réel. Par contre, pour une pseudo-OPPH avec un cas complexe, on n'a plus le choix. La partie réelle d'un produit, ce n'est pas le produit des parties réelles. Donc cette relation-là a beau rester juste, c'est vrai, on ne peut l'écrire que dans C, on ne peut pas l'écrire dans R. Donc pour une pseudo-PPH, utilisez cette relation absolument en complexe. En cours de calcul, on avait trouvé précédemment, quand on avait injecté la pseudo-PPH dans l'équation de diffusion, on avait trouvé K carré égale moins J mu sigma oméga. Cette relation-là s'appelle la relation de dispersion. Donc je le signale ici juste pour un petit rappel de vocabulaire.